On peut pas mettre en place un agent IA si on n'a pas décidé d'investir dans la clarification de ses bases de connaissances, de mettre à jour toutes les procédures qu'on a en interne pour traiter un cas client. Si on parle dans le futur, dans les 5 prochaines années, moi je suis persuadé qu'un agent IA sera limite meilleur qu'un humain pour définir des bases de connaissances, pour définir des procédures appliquées. Bonjour à tous et bienvenue dans AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Je m'appelle Julien Rodelsperger et nous allons découvrir comment l'IA est en train de changer le monde. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné par Marin Huette, qui est CEO de Yampa, une startup qui vise à transformer la relation client en moteur de croissance grâce aux agents IA autonomes. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'agents IA, forcément, mais aussi et surtout de support client et de la manière dont l'intelligence artificielle peut aider les entreprises et leurs clients à résoudre leurs problèmes. Bonjour Marin, merci de participer à cet épisode d'AI Experience. Comment vas-tu ? Très bien, salut Julien, moi je suis ravi d'être là et là avec la rentrée très très motivé par tous les enjeux actuels autour de l'IA et ravi de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Eh ben écoute, avec grand plaisir, merci de ta présence. C'est vrai que ça bouge très très vite dans le monde de l'IA. Et juste avant qu'on plonge vraiment dans ce sujet, j'aimerais avec toi qu'on définisse deux choses. Première chose, le support client. Deuxième chose, les agents d'IA. Alors on va commencer par le support client pour les auditeurs qui maîtrisent pas forcément bien le sujet. De manière simple, concrètement, c'est quoi un support client ? Alors le support client pour résumer, en fait ça commence toujours par un peu la même chose, c'est un besoin qui vient d'un client. Et ça peut être des besoins qui sont très simples, une question avant un achat, une recherche d'informations sur un site web et de temps en temps des besoins plus complexes, résoudre un problème après-vente avec des cas qui peuvent se complexifier pas mal. Et en fait, face à ce besoin, les marques, elles vont mettre en place tout un dispositif avec plusieurs outils pour assister les clients et leur apporter une solution et une réponse à ce besoin-là. Donc en fait, vraiment, je sais qu'on parle beaucoup de support client téléphonique, etc. et tout, mais c'est vraiment l'ensemble des moyens qu'une marque met à disposition de ses clients pour obtenir ce qu'ils recherchent au bon moment et par le bon canal. Donc par exemple, j'ai un problème avec mon opérateur téléphonique au hasard, j'appelle le service client, c'est ça le support client, hein, où je lui envoie un email, où je communique sur, un chatbot, et cetera? Exactement, mais ça c'est une partie du support client. Par exemple, en magasin, quand tu vas arriver dans un magasin et que tu recherches un produit, avoir quelqu'un qui t'accompagne dans les rayons, c'est déjà du support client, en fait. Donc ça va aussi, dans la partie physique, et un peu partout, en fait. D'accord, donc le support client, c'est clair. Maintenant, on va passer à la deuxième définition du jour, qui sont les agents IA autonomes. Comment est-ce que tu expliquerais ce concept de manière très pédagogique ? C'est quoi un agent IA ? Bah, en fait, pour vraiment ancrer la partie support client, c'est un besoin client et tout le dispositif qu'une marque va mettre en place pour y répondre. Et ça peut être du self-service, l'accueil en magasin, et cetera. Mais du coup, les agents IA autonomes, ça vient s'inscrire complètement dans ce dispositif. En fait, c'est un nouveau moyen qu'on les marques vont avoir pour répondre aux besoins de leurs clients. Et ce qu'il y a de très important dans les agents IA, on va dire autonomes, c'est qu'ils ont des capacités qui sont être très, très intéressantes pour le support client. Ils ont des capacités conversationnelles, des capacités de compréhension d'un contexte, ils ont des capacités de faire de la recherche, documentaire et ils peuvent prendre des actions en autonomie. Et en fait, c'est vraiment quand on allie un peu toutes ces capacités entre elles, qu'on va pouvoir permettre à un agent IA d'avoir des objectifs autour du support client, qui sont la prise d'information, la prise de décision et la prise d'action. Et en fait, derrière, il y a des cas d'usage qui sont, infinis, dans le support client. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup des agents IA depuis évidemment, l'avènement de ChatGPT, de l'IA générative. C'est à peu près ça finalement la date de naissance des agents IA? Ou ça existait avant? Enfin, depuis quand tu t'intéresses toi au sujet des agents IA? Alors, le terme, a été vraiment démocratisé après effectivement l'intelligence, générative et ChatGPT et cetera. Par contre, en fait, utiliser de l'IA, et avant c'était plutôt du machine learning ou du NLP, donc Natural Language Processing, c'était déjà utilisé dans, les ancêtres, on va dire, des agents IA qui étaient les chatbots, dits intelligents ou, tous les outils de reconnaissance de voix ou quand tu appelles un support client et on te dit,
dis rembourser si tu veux te faire rembourser et que tu dis rembourser, en fait, c'était déjà de l'IA et c'était déjà conversationnel, même si c'était, quand on y repense maintenant, assez archaïque, mais ça existe depuis un petit bout de temps, quoi. D'accord et donc le support client est pas nouveau, hein, on l'a vu, ça existe depuis, très longtemps, depuis toujours, mais il a en revanche beaucoup évolué, en particulier au cours des 30 dernières années avec différentes phases, différentes technologies. On peut faire un petit historique rapidement, juste pour mieux comprendre d'où on est parti et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Ouais, complètement. Alors là, je peux te prendre, je peux te mettre un tunnel de 45 minutes là-dessus. Et Alors juste en 3 minutes, ce serait bien sûr. parfait. Et en fait, cette information, surtout, j'ai énormément de compréhension de cette partie-là grâce à un de mes associés qui s'appelle Patrice, qui lui a passé 30 ans, autour du support client et de la relation client, et qui a vraiment des histoires incroyables à raconter. Mais globalement, tout commence en fait dans le support client et ça c'est très vieux, mais c'est une interaction du coup entre un client et une marque. Et au départ, si on prend l'exemple d'une banque, c'était, on va voir son banquier et on va lui demander, tout et n'importe quoi. C'est lui le point central d'entrée, pour tous les clients et c'est lui qui va résoudre toutes les problématiques. Très rapidement avec, le volume, on a eu besoin d'industrialiser ça et donc du coup, on a commencé à mettre en place, plutôt des centres d'appel, pour, faire en sorte que, bah, pour certains besoins, c'est son banquier, mais pour d'autres besoins, c'est un centre d'appel pour aller bloquer sa carte, par exemple. Et petit à petit, en fait, on a, globalement industrialisé de plus en plus. On s'est dit: «Bah, puisqu'il y a ces centres de contact qui commencent à bien fonctionner, on va vraiment tous les besoins, on va vraiment les segmenter, on va mettre des différents centres de contact, et on va essayer d'aller chercher l'optimisation des coûts». Et donc on a commencé à dire: «Bah, on va, mettre un centre de contact, plus à Paris, mais, à l'étranger». Et ensuite, c'était plus à l'étranger, près de la France, mais ça a été, en Afrique et après, ça a été dans plein d'endroits différents. Donc on a petit à petit vraiment commencé à externaliser ces centres de contact pour en faire des énormes, call centers. Ça a évidemment apporté énormément de choses, en termes de qualité de support client, même si on en rigole un peu aujourd'hui, mais avant pour contacter son conseiller, bah, il était pas forcément disponible et on pouvait attendre 2 jours avant de l'avoir au téléphone. Et après la promesse, c'était de dire: «Bah, en fait, en 20 secondes, tu peux avoir, quelqu'un au téléphone». Ça a apporté beaucoup d'autres problèmes qui étaient sur la qualité des interactions et en fait, on s'est vite rendu compte que, on n'arrivait pas toujours à avoir quelqu'un en 20 secondes au téléphone. Et là, il y a une nouvelle révolution technologique qui est venue, c'était la digitalisation, c'était l'ère d'internet. C'était de dire, bah, en fait, on va, pouvoir, permettre à nos clients de nous contacter sur tous les moyens, possibles et imaginables. Donc ça va être plus que du téléphone, mais de l'email, du chat, des réseaux sociaux. Hem Et de se dire, bah, le client, il va pouvoir choisir n'importe quel canal et on va pouvoir lui répondre. Et évidemment, en fait, il y a eu encore une fois des dérives et c'est devenu en fait, des labyrinthes ultra frustrants autour du support client. On ne sait jamais qui contacter, à quel moment. On est bloqué dans des centres d'appel, sur lesquels on doit taper un, taper 2, taper 3 et on ne sait jamais sur quel, numéro taper. Et en fait, ça devient un parcours du combattant, pour avoir quelqu'un au téléphone. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'au départ, la digitalisation, c'était vraiment, quelque chose comme une promesse incroyable pour dire: «Ça va devenir, magique, les clients, ils vont avoir leur, support, personnalisé, à n'importe quel endroit». Mais on a bien vu qu'en fait, c'était une promesse qui était pas tenue, à la fois pour les consommateurs qui sont pas du tout satisfaits du support client à l'heure actuelle, mais aussi des gens en interne. Et ça, il faut vraiment voir on va dire l'autre côté de la médaille. C'est très frustrant en fait de pas apporter des solutions à ses clients, mais pourtant ils ont des contraintes en fait techniques et opérationnelles qui leur empêchent d'avoir un service client premium. Ouais, je pense que tous les auditeurs qui nous écoutent ont déjà, sans doute eu ce genre de frustration, incapables de joindre un conseiller à la clientèle parce qu'on a un problème avec, effectivement, comme tu le dis, sa banque, son fournisseur de téléphone, d'internet, et cetera. Complètement. Et si juste pour rajouter quelque chose derrière, c'est que maintenant, en fait, Mmh. on a inversé la tendance et on s'est dit, là, si on prend vraiment les 10 dernières années avec les startups, et tout ce qui est, des environnements tech, c'était de se dire: «En fait, le meilleur support client, c'est de faire en sorte que le client, il fasse lui-même les choses». Et donc du coup, on a assisté à toute une partie qui est du self-service, qui est en fait, on va même pas, te demander de contacter ton banquier, c'est toi qui vas être ton propre banquier, donc tu auras ton application et tu vas faire toutes les opérations que fait ton banquier classique, mais tout seul. Et du coup, on a transvasé le support client en self-serve, mais au final, le résultat, c'est juste que c'est toi le client et c'est toi qui effectues toutes les démarches, tout seul, quoi.
Absolument. Alors du coup, dans ce contexte, toi, je le disais, tu es, CEO de Yampa, qui est une start-up française. Qu'est-ce que propose Yampa, quand on parle de d'IA et de support client? Ouais, bien sûr. Du coup, la raison pour laquelle j'ai créé Yampa, et on a créé Yampa d'ailleurs avec mes 2 autres associés, c'est qu'on est parti d'un constat simple, c'est les promesses, de la digitalisation, de l'omnicanal, du self-serve, c'est devenu, c'est en fait quelque chose qui n'a pas du tout été tenu. Et par contre, Mmh. les agents IA autonomes, en fait, on a vu tout de suite ça comme, quelque chose d'assez révolutionnaire, et un peu la brique manquante depuis tant d'années sur la capacité d'allier, à la fois de l'omnicanalité, de la personnalisation et de l'instantanéité et de la partie conversationnelle qui est, ce qu'on demande tous. Et nos agents, globalement, on a décidé de créer une plateforme qui va permettre à n'importe quelle marque de développer des agents IA, de les déployer face à ses clients et de les monitorer. Et en fait, ces agents-là, notre but, c'est qu'ils soient ultra performants, qu'ils soient capables d'avoir des conversations sur de la voix, sur du mail, sur du chat, sur du messaging, de répondre à des demandes qui peuvent être simples, mais aussi d'aller assez loin dans l'automatisation des besoins des clients et tout en, pouvant passer la main à un conseiller, lorsque la situation le demande. Et donc quand on a créé Yampa, c'était vraiment le côté, en fait, il y a une vraie solution qui existe pour apporter à la fois de la satisfaction client, mais aussi, pour permettre aux marques d'avoir un support client qui est compétitif et qui va devenir une vraie différenciation, en fait, pour elles dans leur Et marché. donc cette solution, elle est nourrie grâce à l'intelligence artificielle générative. On n'est pas sur des chatbots, un peu bêtes, si je peux me permettre l'expression, comme on avait ces dernières années, comme tu l'as expliqué dans, l'évolution du support client. Ouais, tout à fait. En fait, les chatbots bêtes, en fait, c'est surtout qu'ils étaient très limités, notamment à cause de la technologie Mmh. sous-jacente qu'ils utilisaient, qui était le NLP, qui était uniquement une possibilité de reconnaître, des bouts de phrases et de les matcher avec des articles de FAQ. Et donc du coup, ils étaient ultra limités ces chatbots. Maintenant, on parle d'une vraie conversation. Je pense qu'on a tous eu l'habitude maintenant d'interagir avec ChatGPT, de manière, plus ou moins, souvent, mais c'est une vraie conversation. On a l'impression d'être avec, un ami, un conseiller, et vraiment ça apporte quelque chose qu'on n'a jamais pu apporter, qui est de l'instantanéité et du conversationnel, sur du support. D'accord. Alors, on va parler de d'omnicanalité pour les gens qui, ne savent pas bien ce que c'est. On va expliquer ça dans un instant parce que, en préparant l'émission, je suis tombé sur des informations qui affirment que, les nouvelles générations sont très distantes par rapport au téléphone. Alors, pas l'objet en tant que tel évidemment, mais le fait de téléphoner, de parler au téléphone à quelqu'un. Et pour la génération Z, il serait perçu comme imprévisible, difficile à contrôler et anxiogène parce qu'il demande une réaction immédiate. Ça, c'est une étude d'un cabinet de recrutement, le cabinet Robert Walters. C'est là où le sujet de l'omnicanalité a son importance. Est-ce que tu peux définir ce sujet? C'est quoi l'omnicanalité et en quoi ça change les règles du jeu quand on parle de support client? Alors moi, je vais commencer peut-être par revenir sur cette étude. Je pense que personnellement, c'est pas le téléphone qui est anxiogène, c'est la perte de contrôle. En fait, c'est, Mmh. quand on est au téléphone, c'est ce que tu as dit, c'est complètement imprévisible. On ne sait pas qui va décrocher, dans combien de temps la conversation va durer, quelles infos on va nous demander, et en fait, on perd complètement le contrôle à cause de cette instantanéité, mais aussi du côté stressant de parler à quelqu'un et de pas savoir, ce qui nous attend. Et donc, pour moi, l'omnicanalité déjà, c'est la capacité, pour une marque de proposer un support client adapté, en fonction de la personne qu'il a en face. Quand on parle de support client adapté, c'est, à la fois, d'être capable de proposer du conversationnel sur de la voix, donc au téléphone, ou même ça peut être des messages vocaux sur WhatsApp, et ça peut être aussi de, proposer le même, support par chat, par mail, sur Messenger, sur WhatsApp, et cetera. Et donc, c'est la capacité vraiment des marques à proposer, un parcours personnalisé pour n'importe quel de leurs clients sur le canal, préféré. Et pour moi, c'est hyper important pour les entreprises de prendre ça en compte, parce que les nouvelles générations, elles ne s'adaptent pas aux marques, c'est l'inverse qui se passe, c'est les marques qui doivent s'adapter aux nouvelles générations.
et pour moi, le téléphone n'est pas du tout mort. Au contraire, c'est à partir du moment où on va se rendre compte que il y a un moyen d'avoir des interactions téléphoniques qui sont ultra efficaces, ultra personnalisées et qui résoudent le problème en profondeur. Bah, en fait, les nouvelles générations, elles vont petit à petit reprendre l'habitude de parler au téléphone. Et d'ailleurs, il suffit de voir la manière dont les nouvelles générations discutent, c'est pas en envoyant des messages, c'est en envoyant des messages vocaux. Donc en fait, ils ont quand même envie d'utiliser leur voix et d'être écoutés et d'être entendus, et donc du coup, c'est ça qui est important, de prendre en compte pour les Donc ça veut marques. dire quoi concrètement? J'ai un problème, je commence une conversation sur WhatsApp dans les transports en commun, je sors de du métro, je continue la conversation par email ou par, téléphone et mon sujet, me suit, mes problématiques me suivent, j'ai pas besoin de réexpliquer les choses à chaque fois, c'est ça? C'est exactement ça. C'est en fait la capacité, d'une marque à connaître ses clients et de pas lui demander de répéter, sans cesse, son contexte, son besoin, son achat et cetera sur n'importe quel canal. Ça, il y a des outils, super qui font ça, et qui ont très peu été exploités parce que au delà de l'outil qui va pouvoir, recorder donc prendre, des points de données sur les clients sur n'importe quel canal. C'est n'importe quel canal. La problématique, c'est qu'en fait, il faut une certaine discipline quand on a un appel téléphonique pour aller mettre le résumé de l'appel, mettre des annotations pour dire que le client a appelé à tel moment, etc. et tout. Et tout ça, en fait, c'est des choses que l'agent IA permet de faire naturellement. Un agent IA, il finit une conversation téléphonique, il est capable de remplir n'importe quel CRM avec toutes les données du client, les raisons du contact, etc. et tout. Et ce qui fait que le client, s'il rappelle dans 10 minutes, dans 6 mois ou dans un an, en fait, il va y avoir cette trace de la discussion qu'il a eue avec cet agent, et qui va permettre d'avoir une vraie continuité dans Et l'expérience. tu pas de problème de disponibilité parce que vu que tu parles à une IA, elle est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu as toujours une IA qui est disponible. C'est ça, hein, aussi l'avantage, je pense? Ouais, tout à fait. L'IA, elle permet vraiment, et quand nous, vraiment notre motto, je sais pas trop comment le dire, c'est vraiment d'aller révolutionner le support client avec des agents IA autonomes. Et quand on parle de révolution, on parle vraiment de ça. On parle vraiment de choses qui étaient impossibles à faire avant et qui sont désormais possibles et même faisables, dès maintenant. Et le côté de dire: «Peu importe à quelle heure j'appelle, je vais pouvoir avoir une résolution de ma demande. Je vais pas avoir d'attente et je peux parler dans n'importe quelle langue. L'agent IA qui va être en face, il va me connaître, il va connaître, mon compte, mes informations et cetera et tout. C'est quelque chose qui était impossible avant et qui est désormais possible. D'accord. Alors, en préparant l'émission, tu me parlais de quelques exemples concrets dans l'application des agents IA autonomes en matière de support client et tu évoquais un point, j'aimerais qu'on le développe ici, c'est tout ce qui est immobilier, gestion des syndics, copropriété. C'est un sujet important, hein, c'est ça, hein? Ouais, c'est un sujet important et c'est un de nos premiers clients, et d'ailleurs j'étais ravi qu'on s'attaque à cette problématique. Donc c'est un syndic de copropriété. Et tout le monde sait, un peu enfin tous ceux qui sont propriétaires, qui ont la chance d'être propriétaires, mais même locataires savent, que les interactions entre un syndic de copropriété et les propriétaires ou les locataires sont compliquées. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un métier sur lequel un conseiller va avoir, 50, 60, 80 clients. Et donc il peut pas apporter une réponse, au téléphone personnalisée à tous ses clients. C'est juste impossible ce qu'on lui demande. Et là-dessus, c'est là où vraiment les agents IA peuvent apporter des solutions qui sont, révolutionnaires vraiment, autour de ce métier-là. Donc le cas concret qu'on a mis en place, par exemple, c'est, avant qu'on intervienne, l'astreinte de nuit, donc les gens qui appellent la nuit ou le week-end, par exemple, pour des problématiques, une fuite d'eau hyper importante, chez eux. Ça passait par une personne qui était d'astreinte de nuit. On l'appelait, il répondait soit immédiatement, soit, au bout d'une heure, il voyait l'appel et donc du coup, il rappelait le client, et les 3 quarts du temps, en fait, c'était pas du tout pour une urgence. Et donc la personne était, à la fois sous l'eau parce qu'il était appelé tout le temps pour des problématiques non urgentes, et à la fois pas assez disponible pour les problématiques urgentes qui étaient, des vrais problèmes, de fuite d'eau, par exemple. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un agent IA qui va répondre tous les soirs, tous les week-ends, à n'importe quelle heure, en 1 seconde, on a un agent IA. Il va qualifier la demande, donc il va discuter avec le client au téléphone en disant: «Bah, voilà, quel est votre problème?» La personne va dire: «Bah, j'ai, une question sur mes charges de copropriété». L'agent IA, il va lui dire: «Pas de problème, je vais créer un ticket qui va être traité, lundi matin par votre gestionnaire, quand il va, arriver au travail».
Mais par contre, quand quelqu'un dit: «J'ai une fuite d'eau ultra importante, qui touche à mes parties communes», l'agent IA, il va être capable instantanément d'authentifier le client, d'identifier sa copropriété et d'appeler un prestataire. Et donc là, il y a vraiment l'agent IA qui va appeler un plombier, et va lui dire: «Bonjour, j'ai, telle personne qui a une fuite d'eau dans tel immeuble. Est-ce que vous êtes capable d'intervenir en moins d'1 heure, moins de 2 heures?» Et si le plombier dit non, l'agent IA, il va rappeler un deuxième plombier, un troisième plombier, ainsi de suite. Et donc ça, c'est vraiment ce qui est assez hallucinant, c'est que l'agent IA, il va à la fois avoir la conversation avec le client d'un côté, mais appeler des plombiers de l'autre. Et donc la résolution, en fait, en 10 minutes, l'affaire est réglée. Et donc, on sait quel plombier va intervenir, etc. Et tout. Et quand je parle de révolution, c'est vraiment quelque chose qui change totalement la vie des clients. Donc juste pour bien comprendre, le client, propriétaire ou locataire, appelle donc une IA et cette IA elle-même va ensuite appeler un plombier? Quand elle appelle le plombier sait qu'il parle à une IA? Alors le plombier, ce qui était très drôle, c'est qu'au départ, donc nos agents IA appelaient les plombiers. Ils étaient pas prévenus forcément. Et donc du coup, ils raccrochaient en disant: «Ah, c'est encore un spam, des gens qui Mmh. m'appellent, avec de l'IA, et cetera et tout». Donc il y a une vraie éducation à faire auprès des plombiers partenaires pour leur dire: «Vous allez être appelés à une IA par une IA, cette IA est, avec le syndic, et c'est un appel légitime». Et en fait, il y a eu beaucoup d'éducation à faire parce que c'est vrai qu'au début, il y avait beaucoup de plombiers qui raccrochaient instantanément. Ça me fait penser à une question sur la manière dont on peut parfois faire dérailler les IA. Imaginons que le plombier en question soit au téléphone avec ton IA. Est-ce qu'il peut est-ce que la conversation peut partir sur tout autre sujet? Ou est-ce que vous mettez en place des systèmes de sécurité, des procédures pour, éviter que l'IA parte un peu dans tous les sens? Ouais, je pense que c'est une très bonne question parce que, quand on parle justement sur ChatGPT, on voit qu'il peut partir dans tous les sens. Et donc du coup, on a un peu l'impression qu'une IA, elle part dans tous les sens. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se contente pas juste de créer des agents IA. On a créé une véritable plateforme qui permet de déployer, en production des agents IA. Et en fait, dans cette plateforme-là, il y a tout le système de permettre à l'agent IA d'être bien spécifique à un cas d'usage. Et on lui a mis en place des garde-fous pour pas qu'il sorte de la conversation. Et donc du coup, maintenant, quand il y a, un, client, qui veut essayer de faire dérailler l'IA, l'IA sait très bien rester sur les bons rails. Et quand ça part sur des sujets extrêmes où vraiment il y a une insistance très forte sur essayer de faire dérailler l'IA, en fait, nous, on a des garde-fous où l'IA, elle va, transférer l'appel à un agent humain, ou alors elle va mettre fin à la conversation. D'accord, OK. Donc on a parlé de l'exemple dans l'immobilier, la gestion des syndics, la copro et cetera, c'est un sujet important. Est-ce que tu as peut-être un autre exemple pour bien comprendre justement l'impact des agents IA autonomes sur le sujet du support client? Ouais, bien sûr, un exemple, complètement différent, ça va être, on travaille pour une banque, donc du Mmh. coup une fintech, hem et qui a énormément, tous les jours, reçoit énormément d'emails de ses clients, pour, des demandes, en relation avec leur paiement. Et ce qu'on a mis en place, c'est très simple. Au départ, c'était un agent IA qui allait réceptionner tous les emails entrants et qui va juste catégoriser l'email. Le niveau d'urgence, le type de demande que c'est, arriver à authentifier le client ou non. Et donc du coup, ça va être, sa première fonction. C'est vraiment, il va catégoriser toutes les demandes entrantes pour que ce soit plus facile à gérer par le conseiller derrière. Et petit à petit, en fait, on a donné des capacités à cet agent IA, d'aller authentifier le client, aller voir, les informations sur le paiement du client, et cetera et tout. Donc on lui a donné des accès, pour qu'il puisse avoir plus d'informations sur le client et pour aller personnaliser la réponse. Et donc là, l'agent a commencé à prendre en main, des réponses en autonomie. Et au départ, on était à 10 de réponses en autonomie. Et au bout de 6 mois, on est monté jusqu'à 50-60. Et je pense qu'on peut légitimement viser dans les 6 prochains mois d'arriver à 80 de réponses en autonomie, pour les demandes de clients. Et ça, vraiment, ça a non seulement amélioré la CSAT, donc la Customer Satisfaction, hem, mais ça a aussi libéré énormément les conseillers en interne, pour qu'ils puissent se concentrer sur tous les cas les plus compliqués, pour apporter une vraie personnalisation humaine, à certains aspects du service client. D'accord. Alors, je vois bien en quoi l'IA peut être utile pour les entreprises, notamment sur le fait qu'elle puisse réduire les coûts, parce que bah, il n'y a pas d'humain à payer pour faire du support client, notamment soir, week-end, etc. Mais je me pose quand même la question sur l'amélioration de l'expérience client. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce qu'on peut avoir une expérience client réussie, efficace avec une IA? Bah, très honnêtement, c'est comme tous les outils, ça peut être bien ou mal utilisé. Hem et et donc du coup,
quelque chose, à prendre en compte en premier, c'est il faut pas demander à l'IA, d'être un humain. Et donc il faut arrêter de, penser qu'un agent IA, il faut lui demander d'agir comme un humain. C'est pas ses meilleures capacités. Il a des compétences qui sont conversationnelles, donc ça fait penser à un humain, mais c'est pas un humain. Et donc il faut surtout pas, tomber dans le piège, d'essayer de faire en sorte que l'agent IA, il fasse des tâches sur quoi il est pas bon. Et la deuxième chose, c'est il y a quand même ce sentiment de dire: «Ah, il y a une révolution technologique, on va pouvoir réduire les coûts avec». Alors effectivement, on peut réduire les coûts, mais le plus important, c'est d'abord d'améliorer, la qualité du support client, avec, une bonne implémentation de l'IA. Et donc il faut pas seulement que l'IA vienne, faire, de la conversation, et c'est là où nos agents IA, nous on est très fiers de ce qu'ils font, c'est qu'ils vont aller résoudre le problème immédiatement en profondeur, et c'est vraiment la résolution qui est la clé du support client et pas la conversation. Et donc du coup, il faut pas demander à l'agent IA de converser comme un humain, il faut lui demander de résoudre comme un agent IA des problèmes. D'accord, très bien, parfait. Alors, comme tu le sais, Marin, moi j'habite à Ottawa, au Canada, et je voudrais juste faire une petite digression rapide sur la compagnie aérienne Air Canada. Alors, Air Canada a été condamné à verser une indemnité à un de ses clients qui affirme avoir été mal renseigné par un robot conversationnel lors d'un achat de billets d'avion en 2022. Alors, Air Canada a tenté de s'en désolidariser, sans succès toutefois, devant le tribunal qui a reconnu que le robot avait fourni des mots trompeurs. Ça, c'est le contexte. Cette histoire a fait couler beaucoup d'encre. Je voulais avoir ton avis sur le sujet et qu'on puisse discuter un peu du sujet des hallucinations et de la responsabilité des agents d'IA. Est-ce que tu connaissais cette histoire et qu'est-ce que tu en penses? Ouais, moi, quand on a monté la boîte, on était en plein dans cette histoire, Mmh. et c'est marrant parce qu'il y avait 2 histoires en parallèle, qui ont fait beaucoup de bruit. C'était à la fois Klarna qui disait, «J'ai supprimé tout mon service client, j'ai remplacé par de l'IA», et à la fois Air Canada qui disait, «On a merdé sur notre support client parce qu'on a mis de l'IA», quoi. Donc du coup, il y avait un peu ce côté schizophrène. Hem En fait, ça montre une chose très simple, l'affaire Air Canada, c'est que déployer un agent IA, c'est pas juste brancher un modèle et croiser les doigts. Il y a un vrai sujet de responsabilité, et c'est d'ailleurs pour ça que chez Yampa, on a construit toute une plateforme, avec, tout ce sujet de responsabilité dès le départ, et c'est pas un agent en prod et c'est terminé. Et on a construit des briques, mais qui n'existaient pas à l'époque. À l'époque, il faut savoir, il y a 2 ans, on était au tout début de ce qu'on pouvait concevoir d'un agent IA. Maintenant, on est quand même beaucoup plus mature sur le sujet, et donc, autour d'un agent IA, en fait, va y avoir dans notre plateforme une évaluation continue. Donc tous nos agents sont évalués en permanence. Va y avoir une possibilité d'évaluation avant une mise en prod. Donc on peut simuler, une centaine, voire un millier, d'interactions clients, sur notre plateforme pour tester et voir, comment l'agent va réagir, et donc on peut vraiment monitorer ça avant même de mettre en prod. Et après, il y a toute la partie qui est, traçabilité, alerting, permettre en fait à tes équipes métiers, dès qu'il y a un mini problème dans le support client, d'être alerté immédiatement. Et ça, en fait, très honnêtement, ça va arriver et ça arrive ce que l'IA, se trompe. Très souvent, en fait, elle se trompe d'ailleurs parce que les bases de connaissances sont pas à jour. Mais le plus important, c'est juste que tout ça soit, auditable et qu'il y ait des outils de monitoring en place. Et c'est vraiment pour ça que nous, on a conçu toute cette plateforme-là, et que c'est hyper important quand on met des agents IA en production. Oui, c'est ça, c'est intéressant parce qu'une IA seule peut pas faire grand-chose. Par contre, une IA qui est capable d'apprendre sur des bases de connaissances qui soient à jour, efficaces, bien documentées, avec une bonne nomenclature, là, c'est efficace. Ça veut dire, la première étape, ça consiste à d'abord avoir des connaissances structurées, disponibles et à jour, hein. C'est ça un peu, hein, en termes de déploiement. Ouais, la clé, en fait, je vais avoir 2 réponses. Une première réponse qui est aujourd'hui, on peut pas, mettre en place un agent IA si on, n'a pas décidé d'investir dans, la clarification de ses bases de connaissances, de mettre à jour, toutes les procédures qu'on a en interne pour traiter un cas client. Après moi, si on parle dans le futur, dans les 5 prochaines années, moi je suis persuadé qu'un agent IA,
sera limite meilleur, qu'un humain pour définir, des bases de connaissances, pour définir des procédures à appliquer. Parce que là où un humain va être limité dans ses connaissances de ses clients, il pourra pas tout avoir en tête. Un agent IA, il va dire: «Bah, voilà, moi j'ai 100 des cas, d'usage client en tête et je pense que la meilleure procédure à appliquer, c'est celle-là et pas celle-ci». Et donc du coup, un agent IA, on va être capable de lui donner, des objectifs, court terme et long terme dans son support client, et c'est lui-même qui va décider des procédures à appliquer, pour maximiser, l'impact sur la marque, sur, le bien-être des clients et cetera. D'accord. À quel point la techno évolue rapidement dans ton domaine, dans le monde du support client et des IA, des agents IA autonomes? À quel point il faut se tenir au courant? À quel point il faut me faire des mises à jour et cetera? Ça va vite? Hyper Ouais. vite, vraiment, et c'est pour ça qu'on adore ça, hein, aussi. C'est on est dans une industrie qui évolue, mais tous les mois. En fait, on n'a jamais connu une révolution technologique qui avance aussi vite. Nous, notre plateforme, depuis le début, on a en tête, et quand on recrute des ingénieurs, on leur dit: «Soyez prêts à complètement, tuer tout votre travail, tous les 2 3 mois si jamais il y a un nouveau modèle qui sort ou s'il y a une nouvelle fonctionnalité qui sort, qui va rendre obsolète, tout ce qu'on a développé depuis 1 an». Et nous, on a ça en tête et on fait de la veille, continuellement. Et il faut vraiment être prêt à tout casser, tout recommencer, continuellement. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que dans ce secteur-là, les boîtes agiles et les startups qui sont AI native, elles vont aller beaucoup plus vite que les, grands groupes qui ont un peu des technologies, un peu, pas obsolètes parce qu'elles fonctionnent encore très bien, mais en tout cas moins flexibles, où elles vont jamais, réussir à aller aussi vite que des startups comme nous. D'accord. Et quand tu parles à tes clients, aux entreprises, aux personnes qui s'occupent du service client justement, est-ce qu'il y a des problématiques de, perte d'emploi? Est-ce que en gros, ma question c'est simple, c'est quoi le futur des agents, alors pas IA, mais des agents, support client, des agents humains qui prenaient les coups de fil sur les call centers? Qu'est-ce qui va advenir d'eux dans le futur si l'IA fait le travail à leur place? Ouais, alors, déjà, moi je pense qu'il y a un aspect qui est hyper important à avoir en tête. C'est que même si la révolution, de l'IA, elle est très forte, elle n'est pas instantanée. Elle se passe dans le temps, et c'est hyper important pour les entreprises, de en fait, de d'anticiper cette révolution, en, allant, accompagner tous leurs collaborateurs pour faire évoluer leur, métier. Et en fait, tous nos métiers évoluent de la même manière où tous les métiers ont évolué avec internet, avec le digital. Au départ, avant internet, on parle quand même, les emails n'existaient pas. Donc du coup, il y a 20 ans, les gens qui répondaient à des emails, ça n'existait pas comme métier, il y avait que des call centers. Et en fait, dans le futur, on va avoir énormément de métiers autour de la relation client qui vont toujours être très pertinents. Seulement, il y a une partie des métiers, qui est la partie qui est, la moins intéressante, la plus opérationnelle, la plus répétitive, qui va pouvoir être automatisée grâce à l'IA. Et donc, au contraire, on va avoir des gens qui étaient passés, d'être, là dans un call center à répondre exactement la même chose au téléphone. Ce qu'il faut voir, c'est ce qu'on leur demande, c'est pas de prendre des initiatives, c'est de suivre un script. Souvent, ils ont des écrans, et le client leur pose une question, ils rentrent la question du client sur l'écran et ils ont la réponse à donner, et donc du coup, ils sont juste là pour faire une brique conversationnelle où c'est même pas eux le moteur de la relation client. Et donc effectivement, ces jobs, ils vont disparaître, mais par contre, ça va permettre d'élever globalement le niveau, de ces jobs, pour en faire quelque chose de beaucoup plus excitant et de beaucoup plus intéressant pour ces personnes-là. Mais il faut l'anticiper, il faut que les entreprises, elles voient ça comme une opportunité pour eux, et non pas, comme quelque chose de dangereux, pour le futur de leurs emplois. D'accord. Jusqu'où on peut laisser faire des agents d'IA autonomes? Tu prenais le cas d'une banque ou d'une fintech, donc on a des problématiques liées à l'argent. À quel point un agent d'IA peut être autonome, faire des paiements, procéder à justement à faire des actions qui sont en lien avec des opérations bancaires? Il y a des limites qui sont fixées? Alors, sur les limites qu'il faut fixer, je vais laisser, on va dire le Parlement européen, décider sur les limites. Ils adorent faire ça, et ils ont mis en place le AI Act qui fixe des limites. Et donc du coup, moi je vais pas fixer des limites à proprement parler. Par contre, moi mon but, ça va être de fixer un cadre qui va permettre de limiter les risques. En fait, avec chaque,
on va dire, révolution technologique où chaque nouvel outil, va y avoir des opportunités et aussi des risques et notre but dans la plateforme qu'on développe, c'est de limiter au maximum ces risques-là. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on arrive à avoir une qualité, des prises de décision et des actions qui sont prises par notre agent IA, qui sont on par, voire souvent supérieures à ce qui est fait aujourd'hui par un centre de contact, géré par des humains. L'humain est faillible, et du coup, en fait, l'IA, elle peut apporter quelque chose, en quelque sorte, d'infaillible, sur certaines parties, qui va en fait être sécurisant pour les entreprises. Très honnêtement, nous, justement, on travaille avec une fintech, mais on travaille avec beaucoup d'autres clients qui ont des processus sensibles. Pour le moment, il y a besoin de les rassurer. Il y a besoin de gagner la confiance et ça va prendre du temps, mais une fois qu'on aura cette confiance-là, on va vite se rendre compte que l'agent IA peut aller automatiser des procédures qui sont risquées et ça, en fait, c'est dans tous les cas, c'est l'avenir qui va nous dire si ça va marcher ou pas, mais je pense que oui. Aujourd'hui, toi, Marin, tu laisserais ton numéro de carte bancaire à un agent d'IA? Alors, si c'est un agent IA qui est développé chez Yampa, oui. OK. Si c'est un agent IA que j'ai trouvé sur internet, grâce à un influenceur, sur LinkedIn qui me dit: «Voici comment créer ton agent IA en 3 secondes», non. Très bien. Parmi les sujets qui sont clés quand on parle des agents d'IA, on parlait du secteur bancaire notamment, mais c'est la question des risques, des risques de fraude, des risques de piratage et cetera. Toi, tu viens aussi un peu de ce milieu-là, tu as travaillé dans la gestion des risques. Ouais. Comment tu vois les choses évoluer? Est-ce que c'est une crainte des clients? Est-ce que vous parlez justement de cette notion de risque, de piratage, de fraude, de cybersécurité? Ouais, tout à fait. Alors effectivement, tu as bien noté, avant j'étais dans une équipe risque justement, dans une institution financière, et une fintech. Le premier truc qu'on dit et qu'on aimait bien dire, aux gens qui arrivaient dans la boîte et qu'on devait former sur les risques, c'est de dire: «En fait, le meilleur moyen de minimiser ces risques, c'est de pas avoir de produit et donc du coup de fermer la boîte. Au moins on sait qu'il y aura pas de risque». Donc il y a quand même ça, c'est un peu le benchmark, c'est si, en fait, le meilleur moyen de ne pas avoir de risque, c'est de rien faire. Derrière, même si bon, on a un risque d'être obsolète et de fermer la boîte, mais c'est autre chose. Hem, Globalement, la réalité, c'est que sur tout ce qui est risque, le social engineering, donc c'est la capacité des gens à aller, hem, manipuler des êtres humains pour leur faire des choses, qu'ils devraient pas faire, ça en fait, ça couvre 70 à 80 des cas de fraude et des cas d'incidents qui surviennent. Et donc quand ça, c'est le benchmark, on regarde un agent IA, on se dit: «Oui, un agent IA, on peut le manipuler». On peut le manipuler beaucoup moins qu'un agent humain, justement s'il est bien paramétré. Et un exemple concret, comment les gens arrivent à manipuler des humains, c'est grâce à l'intimidation, la pression. En fait, ils mettent beaucoup d'émotions dans les appels et ça, un agent IA, il est complètement hermétique à l'émotion. Et rien que ça, en fait, ça apporte quelque chose qui est incroyable, c'est qu'il va pas, être mis sous pression. Il va, respecter, sa ligne de conduite. D'accord. Peut-être un mot sur la partie tech, enfin corrige-moi si je me trompe, mais je pense pas que Yampa a la capacité de développer, son propre LLM. Donc je suppose que vous travaillez avec des LLM existants, que ce soit, je sais pas, Google ou OpenAI ou Claude ou Mistral et cetera. Est-ce que c'est un problème de travailler avec une techno tierce pour monter son agent d'IA autonome? À quel point vous êtes vraiment, vous, autonome, dans le pilotage du projet, dans le pilotage de votre entreprise? Si on était dépendant que d'un seul provider, donc que d'OpenAI par exemple, bah, du coup, par définition, on serait dépendant de ce provider. Et donc nous, notre plateforme, elle est vraiment construite pour permettre à chaque client de choisir la technologie qui lui correspond le mieux. Et donc sur notre plateforme, on peut mettre, de l'Anthropic, de l'OpenAI, du Gemini ou même tous les modèles qui sont open source. Ça va être du Mistral, ça va être du Llama et cetera et tout. Et donc le fait d'avoir tous ces modèles à disposition, d'être capable de les benchmarker en temps réel et à chaque fois qu'il y en a un nouveau modèle qui sort, ça va nous permettre toujours de choisir le modèle qui est le plus efficace pour notre cas d'usage et c'est ça qui va nous rendre indépendants en fait. C'est le choix d'avoir n'importe quel modèle sur notre plateforme à n'importe quel moment. Et donc à chaque fois que tu as un nouveau modèle qui sort, tu as une équipe en interne qui audite le modèle et qui voit si c'est pertinent de le pousser en prod, c'est ça, dans vos agents?
Ouais, alors, notre équipe, c'est des agents IA en fait, qui viennent auditer les modèles. Globalement, tu sais, je t'ai parlé de la partie évaluation. En fait, dès qu'on a un nouveau modèle, on va faire tourner des évaluations en changeant le modèle, en mettant ce nouveau modèle et on va voir si les résultats, la performance s'est améliorée ou a régressé en mettant en place ce nouveau modèle dans nos agents IA. Tout ça, c'est dans un environnement de test, et si, dans cet environnement de test, on voit que ça a fait améliorer la performance de nos agents, on va, soit le pousser directement en prod sur certains agents, soit le proposer à nos clients en disant: «Bah, voilà, on a ce nouveau modèle qui fonctionne bien, si vous voulez le tester, c'est bon, nous on l'a testé de notre côté et on a, une mesure de qualité, sur ce nouveau modèle». D'accord. Yampa aujourd'hui, c'est combien de salariés, combien de clients? Tu peux me partager deux trois chiffres? Ouais, alors Yampa, aujourd'hui, c'est, une quinzaine de salariés et à peu près une vingtaine de clients. Et sur chaque client, en fait, on va avoir, 1, 2, 3 jusqu'à 10 agents en production avec eux. Parce qu'en fait, c'est ça qui est beau avec notre plateforme, c'est que une fois qu'on a créé un premier agent et qu'il y a un premier cas d'usage qui fonctionne, ça donne très envie d'aller en faire un deuxième, voire un troisième, voire un quatrième. Et ouais, on a un client qui a, 10 agents en production et qui peut monitorer tous ces agents en production depuis notre plateforme, depuis le control center, de notre plateforme et voir tout ce qui se passe. Et c'est ça, je trouve, qui est assez excitant aussi, chez nous, c'est qu'on voit que nos clients, ils adorent, faire ce qu'ils font. Pourquoi est-ce que tu mettrais pas un agent capable de faire le travail de 10 agents? Je veux dire, est-ce que c'est plus efficace d'avoir 10 agents avec chacun sur une tâche particulière ou une expertise particulière? Ou plutôt d'avoir un agent un peu omniscient qui est capable de tout faire? Alors, il y a 2 réponses possibles. La première réponse, c'est la définition d'un agent est floue. C'est-à-dire que quand je t'ai parlé de l'agent pour le syndic de copropriété, il y en a un qui répond au téléphone pour le client et ensuite qui va passer un appel au plombier. Mmh. Est-ce que c'est 2 agents ou est-ce que c'est un agent? Donc nous, on dit que c'est un seul agent parce qu'il va gérer une conversation de bout en bout, et un problème de bout en bout, quand quelqu'un pourra dire c'est 2 agents. Derrière, quand on a, par exemple, des agents qui vont gérer des mails, donc il y a un premier agent qui va catégoriser les mails et un deuxième agent qui va résoudre, les mails. Derrière, on pourrait très bien appeler ça un seul agent qui est, l'agent, email qui va, catégoriser et résoudre les mêmes. La réalité, c'est qu'en fait, il y a énormément d'appels à des LLM derrière, donc chaque agent a plein de briques différentes, qui va faire que, si on découpe vraiment tous les appels aux LLM, dans ce cas-là, en fait, on n'a pas 10 agents, on en a 50, qui sont live parce qu'ils collaborent entre eux et cetera et tout. Mais nous, on appelle un agent, en fait, un cas d'usage sur un canal, sur lequel on va déployer chez un client. D'accord, OK, super, très clair. Alors Mara, j'ai, la chance de recevoir dans mon podcast des invités du monde entier et certains en France me disent que les régulations européennes, on a évoqué, l'AI Act, ne leur facilitent pas toujours la tâche, notamment par rapport aux Nord-américains. Toi, tu es patron d'une start-up en tant que CEO de Yampa. Est-ce que c'est facile de créer une entreprise qui vend des solutions d'IA aujourd'hui en France? Alors, tout d'abord, moi je trouve que ce qui est hyper intéressant, je suis pas le premier à le dire, mais il y a un peu le truc classique de dire qu'aux US, ils commencent par vendre des produits et ensuite réguler. En Europe, on fait l'inverse, on commence par réguler avant même que les produits glissent et ensuite on les vend. Moi, je suis très heureux d'être en Europe et d'avoir, globalement à la fois un État et un parlement européen qui est là pour protéger les consommateurs. Je pense qu'il y a énormément de Mmh. dérives qui sont évitées grâce à ça. Et c'est pas un hasard si, toutes les règles qu'on met en place en Europe finalement sont appliquées, plus ou moins, pareilles, mais, dans le monde entier. Moi je suis ravi, parce qu'en Europe, on va construire des choses qui sont plus difficiles. Ça va nous forcer à aller beaucoup plus loin, à la fois dans, notre capacité à protéger les consommateurs, protéger les marques, hem et tout ça en fait, de manière, régulée. Donc c'est complètement, je suis d'accord avec toi, complètement plus dur aujourd'hui, mais par contre, sur le long terme, ça va être bénéfique parce que, c'est comme ça en fait qu'on développe une technologie. En fait, le développement d'une technologie, plus il y a de contraintes, plus cette technologie va être robuste et donc du coup en Europe, il y a énormément de contraintes, donc on construit des trucs très, très robustes et ensuite, pour aller s'exporter à l'étranger, ça va être beaucoup plus simple. OK, super. Bah, du coup, avant de se quitter Marin, peut-être, quelques conseils? Ça m'intéresserait d'avoir un peu ton regard. Quels conseils est-ce que tu donnerais aux entrepreneurs ou éventuellement aux futurs entrepreneurs qui voient l'IA comme un nouvel eldorado? Par où tu es passé et qu'est-ce que tu as appris dans
dans ce voyage, en tout cas, à travers la création d'une entreprise IA? Ouais, alors, moi je sais pas si c'est un Eldorado, moi je dirais plus que c'est un Far West. Il y a Ouais. il y a tout le monde, c'est une ruée vers l'or en fait, il y a tout le monde, qui veut s'y mettre. Et c'est à la fois un environnement qui est du coup très, très excitant. Il y a énormément de choses à faire, on peut aller partout, et il y a énormément d'opportunités à aller chercher. Mais en même temps, il y a une ressource qui est très rare dans cet environnement, c'est la confiance. Et donc moi, il y a un conseil, c'est, vraiment miser, sur la confiance. Pouvoir faire en sorte que ton entreprise, elle soit vue comme une entreprise de confiance, et donc de pas, aller, chercher la hype le plus rapidement possible. Ne pas tomber dans, ces influenceurs LinkedIn qui étaient des experts en crypto il y a 2 ans et qui maintenant te disent, ChatGPT est utilisé par 700 millions de personnes, mais seulement 1 l'utilisent correctement, tu vois? Et qui commencent à faire des catchphrases comme ça et tout. On les voit tous les jours, je vois très bien à qui tu fais référence. Exactement, je pense que on les voit, hem et donc c'est un Far West, il y a beaucoup de choses à aller chercher, et moi ce que j'adore, dans cet environnement en fait, c'est que les gens à qui on parle, les gens du support client à qui on parle, c'est des gens et même les gens des enfin les gens IT, techniques et tout, tu as un peu l'impression qu'ils voient la lumière au bout du tunnel. Ça fait 20 ans, qu'ils sont dans des environnements stressants où ils ont l'habitude d'avoir des gens au téléphone qui leur crient dessus. Dans une boîte en interne, le support client, c'est vu comme, l'endroit où il y avait beaucoup de problèmes et tout. Et maintenant, c'est un peu les cool kids du bloc parce que c'est là où on va, mettre, des agents IA en production. Et donc du coup, ils sont ultra contents de voir qu'il y a une vraie technologie qui va pouvoir les aider. Et donc c'est ça qui me motive au quotidien. Et donc le vrai conseil, aller poursuivre, cet Eldorado, et aller dans le Far West, mais en gardant un peu ses valeurs et en misant sur la Ouais, confiance. c'est ça, faut creuser un peu le sujet, quoi. Il faut pas se contenter d'utiliser ChatGPT, et de se proclamer expert en IA. Il faut vraiment prendre le temps de creuser le sujet, d'être bien entouré. Ouais, la réalité, et on est les premiers, hein, quand même de temps en temps à le dire pour les clients. Pour s'appeler expert, tu peux pas être légitimement expert si ça fait 2 ans et demi que tu travailles sur un sujet. Tu peux être relativement plus expert que quelqu'un d'autre, qui s'y est mis depuis 2 mois, mais en fait, on est tous en train de découvrir des choses, donc il faut rester très humble, là-dedans. En fait, il faut dire: «On n'a pas toutes les réponses, on connaît pas la technologie, par cœur», parce qu'en fait, sauf des chercheurs qui travaillent dessus depuis 30 ans, en fait, il y a très peu de gens qui ont pu, interagir avec des LLM, et sur la capacité des LLM qui est à l'heure actuelle. Donc il faut rester humble, il faut faire attention à ce qu'on dit, et par contre, il faut s'appuyer de gens qui sont du coup pas experts, mais qui sont meilleurs que soi, pour aider, dans le développement de cette technologie, quoi. Top, parfait. Bah, écoute, merci beaucoup, Marin. Alors, à la fin de chaque épisode, l'invité du jour doit répondre à une question posée par l'invité précédent. En attendant d'écouter la tienne, je vais te laisser écouter celle d'Emmanuelle Hertel, qui est directrice générale Innovation and Trust, qui est la Digital Factory du groupe Tessie. Est-ce que tu es prêt? Allons-y. Alors, on écoute sa question. Ma simple question, c'est: et toi, plus tard, quand tu seras grand, tu veux faire quoi dans la vie? Très bonne question. Si tu parlais au marin d'il y a 20 ans, il voulait devenir marin, donc c'était son rêve. J'ai d'ailleurs, passé, j'ai d'ailleurs passé, l'école de la marine marchande, j'ai passé les concours, parce que j'ai hésité à l'époque, entre aller faire des études de physique en Angleterre ou devenir marin, parce que j'ai toute une famille de marins, du côté de ma mère. Finalement, j'ai décidé de faire des études de physique en Angleterre, mais donc du coup, pendant très longtemps, j'ai voulu être marin, ce qui était pas très original. Hem, non, en fait, ce que je veux être, et quand on dit grand, je vais dire, vieux, donc quand je serai vieux, moi ce que j'ai envie, c'est de garder cet amour et cette envie, cette curiosité, de toujours, embrasser les nouvelles technologies. À l'heure actuelle, je suis en plein dedans, donc je kiffe ça. Mais je vois très bien qu'il y a certaines générations, qui ont aujourd'hui 70 ans, qui se disent: «Ouh là là», déjà qu'ils ont de mal à passer à internet, ils veulent vraiment pas passer à l'IA. Moi, j'aimerais bien garder en fait cette curiosité que j'ai en moi et cette volonté d'embrasser une nouvelle technologie. Et un des exemples, c'est ma grand-mère qui, est sur son iPad et qui regarde des films en streaming, sur des sites illégaux parce qu'elle kiffe trop ça, et elle a envie de regarder, sa série, de Plus belle la vie en streaming, quoi. Et donc ça, j'ai envie de garder ça, et donc d'être capable,
plus tard de continuer à embrasser une nouvelle technologie et pas devenir ce vieux con, qui va dire: «Oh là là, c'est devenu n'importe quoi le monde dans lequel on vit», Et quoi. comment on fait pour garder cette fraîcheur intellectuelle, cette vélocité justement, mentale? Faut quoi? Faut continuer à lire, se renseigner, comment tu fais toi pour rester connecté à tout ce qui sort, en matière de tech, d'IA? Tu disais toi-même que c'était parfois un peu trop, on peut se sentir un peu submergé légitimement, hein? Complètement. En fait, faut pas avoir peur de se prendre des claques, continuellement, en fait, et il faut rester très humble. Moi, ce que j'ai adoré, c'est on a eu un stagiaire, hem, qui est sorti d'études, chez Yampa, et en fait, il avait une capacité de tout faire, avec de l'IA, avec des nouvelles technologies et tout, où même moi, à un moment, je me suis dit: «Waouh, la vache, il fait des trucs où j'aurais même pas pensé», et donc du coup, j'ai beaucoup appris, de le voir faire. Et heu et donc du coup, il faut juste continuellement se dire: «J'ai pas, je suis humble, j'ai pas les réponses à tout, j'embrasse la nouveauté et j'embrasse le fait d'être remis à ma place, en fait, par tout et n'importe quoi dans la vie». Et je pense que c'est ça, c'est le côté, ne jamais penser qu'on a tout compris et qu'on a tout appris. Toujours rester un peu, on the edge, sur sa curiosité et sa volonté d'apprendre, quoi. Parfait, très bien, eh ben, très clair. Alors à toi à présent, Marin, quelle question est-ce que tu aimerais poser au prochain invité? Alors ma question, ça va être, en dehors de ton travail, quel est le plus grand irritant de ton quotidien où tu te dis: «Ah, si une IA pouvait s'en occuper à ma place, ma vie serait quand même beaucoup plus simple». Parfait, très bonne question. Merci beaucoup de ta participation, Marin Huette. Je rappelle que tu es CEO de Yampa. Merci d'avoir participé à ce podcast. Merci beaucoup Julien. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission sur votre plateforme de podcast préférée. Votre soutien compte et vos commentaires peuvent aider à partager cette expérience avec d'autres. Vous pouvez aussi visiter le site web ai-experience.io pour aller plus loin. À très vite pour un nouvel épisode.